Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne KHG Code. Donc aujourd'hui c'est Kubernetes D, donc aujourd'hui c'est la meilleure formation D, donc on va reprendre notre formation sur Kubernetes. On s'était arrêté la dernière fois sur les labels et sur les services. Pour ceux qui vont tomber pour la première fois sur cette vidéo là, donc ça c'est une série de vidéos que j'ai décidé de faire sur Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller regarder les précédentes vidéos pour pouvoir entrer crescendo et avoir toutes les bases et les connaissances nécessaires pour pouvoir bien suivre cette vidéo là sur les services. Donc on a vu précédemment dans les labels et selectors comment regrouper les pods, etc. Donc l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir voir en détail les services que c'est et de pouvoir voir quelle est la relation avec les services, les labels. Donc les services vraiment ça a rajouté en fait une couche d'abstraction sur nos pods pour pouvoir les exposer. Donc c'est ce que ça fait principalement. Donc on va jouer dessus, on va pouvoir créer nos services, euh, voir les types de services qu'il y a, les supprimer, les updates, etc. et voir réellement comment ça marche quoi. Donc à ce stade là, à la fin de cette vidéo là, je pense que vous aurez à peu près 50% des connaissances nécessaires pour pouvoir être à l'aise sur Kubernetes. Parce que une fois que vous avez vu les pods, les deployments, les stateful sets, les replicas sets, etc., connaître les services, c'est vraiment une couche en plus. Voilà. Donc je vais terminer en vous remerciant. Enfin, je termine l'introduction en vous remerciant pour les abonnements, pour les messages que je reçois. Donc j'ai commencé à avoir quelques anciens collègues qui m'écrivent, me disent ah on a vu ta vidéo sur Kubernetes, on ne sait pas que tu fais du Kubernetes, etc. Donc bon, c'est assez gratifiant. Et moi je prends personnellement un grand plaisir à pouvoir balayer et pouvoir transmettre ce que je connais sur Kubernetes avec mes mots. Donc c'est parti pour la vidéo. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc c'est parti donc pour les services. Donc c'est quoi concrètement un service en fait dans Kubernetes? C'est quoi? Donc un service en fait il faut se dire que c'est une abstraction en fait qui permet en fait d'exposer des applications qui tournent sur des pods. Autrement dit en fait Kubernetes va permettre d'exposer des pods. Donc derrière un service en fait vous allez retrouver plusieurs pods qui ont été sélectionnés selon un certain nombre de sélecteurs. Donc si je viens sur, sur cet exemple là, donc vous avez en fait la définition d'un service qui va sélectionner en fait avec un sélecteur qui va se baser en fait, qui va prendre tous les pods qui ont le label app égale à frontend. Donc il va tous les regrouper et il va se charger en fait d'être la couche d'abstraction de ces pods là. Comme les pods sont jetables, les pods ils changent de nom, ils changent de truc. Le service lui, ça reste figé. Donc ça va permettre ensuite à votre application en fait quand vous allez l'interroger, si vous l'attaquez par le service, ça ne bougera pas. Le nom sera toujours le même et il sera prédictible. Sauf si vous, bien sûr, vous utilisez deployment set, enfin des daemon set. Par contre, si vous utilisez un deployment et que vous déployez le pod et que vous l'attaquez en direct, le jour où le pod a un problème que Kubernetes le détruit, ben en fait, le nouveau pod qui va être créé en fait va avoir un nouvel index, un nouvel identifiant, etc. Donc c'est pour ça que les pods ont été rajoutés. Donc il faut voir le pod en fait, enfin le service en fait comme quelque chose en fait, comme une couche au-dessus des pods qui vont permettre en fait de jouer un peu le rôle d'abstraction au-dessus d'eux en fait. Voilà. Donc si je dois me résumer, si je viens sur mon petit schéma là, donc il faut voir les pods en fait, le service comme ça. Donc vous avez plutôt, donc on a des pods qui sont là, on a un pod qui est là. Euh, attends, je vais plutôt dupliquer parce que les pods ils sont identiques, donc je vais nommer ça comme ça pod, hack, voilà. Donc on a nos pods qui sont là et on va dire qu'ils partagent tous le même label. Donc ils vont dire, on va peut-être dire que là ils ont peut-être le label ils ont peut-être tous le label app égale à service. Je sais pas c'est quoi que j'avais mis là. Donc le label app égale à frontend. Donc on va dire que ça c'est par exemple les pentes du frontend.
Donc tous ces pods là en fait, ils vont être encapsulés. Euh, toutes ces dans mon application front-end, donc tous ces pods là, ils vont tous avoir le label app front-end. Et du coup, on pourra les regrouper derrière en service. Donc on pourra voir là au-dessus, si je mets ici en vert, ma couche service. Et du coup, le nom, c'est le nom du service en fait qui bougera pas. Quand vous allez vouloir attaquer votre application, votre service, en fait, vous allez passer par le service et le service qui va se charger ensuite de redistribuer le trafic sur ces différents pods là. Ouais. Donc le trafic va arriver sur le service et ensuite c'est lui qui va distribuer ça à travers les pods quoi. Donc c'est ce qu'il faut savoir au niveau des services, au niveau de Kubernetes en fait. Donc si je reviens là sur ma sur mon diaporama en fait. Donc c'est réellement ça un service. Donc le service c'est vraiment lié au pod. Donc au niveau des pods, on va définir des labels, voilà, comme on avait vu dans la vidéo précédente. Et ensuite au niveau des services, on va utiliser un sélecteur en fait qui va se baser sur les tags pour pouvoir regrouper nos pods en fait, voilà, et avoir une couche d'abstraction. Donc c'est quoi dans l'intérêt de faire ça? Vous avez posé la question, je l'ai déjà un peu dit déjà. Donc déjà le premier point c'est que ça va permettre de garantir que le point d'accès est stable. Donc le nom DNS d'un service en fait à sein du cluster, il est prédictible, il ne bouge pas, il est figé en fait, voilà. Alors que les noms des pods, ils peuvent varier. Et derrière, du coup, ça va permettre de regrouper les pods. Donc même si un pod est recréé, en fait, ça ne changera rien au niveau applicatif parce que c'est le service qu'on va attaquer en fait. Alors que si vous attaquez le pod, en fait, bah, le pod, il peut être détruit et tout. Avec vous devez changer à chaque fois la configuration de vos applis pour euh, à chaque fois que le pod est recréé, ce qui est juste pas possible en fait. Alors qu'avec le service, voilà, vous avez un point d'accès qui est stable, qui ne bouge pas. Donc c'est ce que je m'intéresse là. Le deuxième intérêt, c'est que ça vous permet justement de faire du load balancing. Donc ça va permettre de distribuer des requêtes et de repartir la charge entre vos différents pods. Donc on va pouvoir bénéficier donc de l'effet de scaling avec Kubernetes grâce au service. Parce qu'en gros, quand vous avez 10, imaginez vous avez déployé votre application, vous avez dit que vous avez 4 pods par exemple, voilà. Maintenant, comment est-ce que vous faites en sorte pour que le trafic soit bien balancé entre les 4 pods? C'est là où le service intervient. Si vous ne mettez pas vos pods, si vous ne les regroupez pas, avec les mêmes labels et que vous ne les mettez pas dans un service qui va avoir un sélecteur qui va pointer vers ces pods-là, ben, vous ne pouvez pas bénéficier de ça en fait. Donc du coup, c'est grâce au service en fait que vous allez avoir la possibilité d'avoir du load balancing en fait entre vos pods. Donc il joue aussi ce rôle-là de load balancer. Je pense que c'est beaucoup plus simple à comprendre quand on dit load balancer en fait. Voilà. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai montré là, c'est que vous avez le trafic qui va arriver sur le service, le endpoint du service, et c'est lui qui va redistribuer le trafic sur les pods. On aura l'occasion de pouvoir jouer avec ça, comme ça vous verrez en détail. Voilà. Et enfin le dernier rôle, c'est que ça va permettre d'interagir à d'autres applications. Donc quand les autres applications vont vouloir contacter votre application qui est dans le pod là ou qui est dans le service en fait, il va contacter le service et ça suffit en fait. Les autres applications n'ont pas besoin de connaître les pods, et quel est l'identifiant des pods, etc. Ils ont juste besoin de connaître l'identifiant du service avec son nom DNS qui ne bouge pas et c'est suffisant en fait. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi la relation avec les labels? Donc j'ai commencé un peu à expliquer ça déjà. Donc les services en fait ont besoin de labels et de sélecteurs. Donc si vous n'avez pas mis des labels sur vos pods, ça sera impossible de pouvoir utiliser la couche service. Donc c'est vraiment un prérequis. Donc dans la vidéo où je vous avais expliqué où on parlait des labels et secteurs, je disais que les labels en fait, ils n'ont pas d'impact sur les pods en lui-même. Donc si votre pod fonctionne bien, le fait de rajouter un label, ça ne va rien changer à son fonctionnement. Par contre, si vous voulez regrouper vos pods là et pour pouvoir ensuite exploiter la fonctionnalité des services et tout, pouvoir faire du load balancing et tout, là vous aurez besoin de mettre des labels. Là, ça devient important en fait. Donc c'est ce que je dis. Donc les services ont besoin de ça. Les services se basent beaucoup de ça. Donc il y a deux actions. Au niveau des pods, vous devez mettre les labels. Et au niveau du service, il va avoir un sélecteur qui va aller récupérer ça. Donc là, on a un exemple de label qu'on met. On verra après dans nos deployments là, qui est déployé sur les pods. Et ensuite, le service, il a besoin de ça en fait pour sélectionner les pods qui vont bien en fait. Voilà. Euh, donc c'est super important en fait. Donc c'est grâce au sélecteur que le service va pouvoir identifier dynamiquement les pods à qui il doit parler. Ce qui fait que même quand vous allez supprimer un pod, rajouter un pod ou faire de l'autoscaling, etc., le service ne bougera pas, il va pouvoir reconnaître ces pods là parce que les pods vont avoir le label qui va bien. Donc super important. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré d'abord parler des labels sélecteurs avant de parler des services quoi. Voilà. Euh, donc, du coup, c'est ce mécanisme-là qui est super important. C'est la relation, en fait, c'est cette relation qui est entre label et selector. Donc, je définis mes labels
sur mes pods et ensuite je vais utiliser un sélecteur dans mon service afin que le service puisse reconnaître les pods sur qui il doit distribuer le trafic, les pods en fait qui dépendent de lui entre guillemets en fait. Et, et à chaque fois les pods vont être automatiquement inclus dans ce service là. Voilà. Maintenant, on va parler des types de services. Donc, comme souvent dans l'informatique, dans la tech, il n'y a pas une façon de faire les choses en fait. Donc, au niveau des services, en fait, il y a quatre types de services. Mais il y a deux principaux que vous allez avoir, vous allez voir souvent en fait. Les deux autres là, ils sont spécifiques au cloud provider. Donc, il y a le mot de cluster IP. Moi, c'est celui que j'utilise régulièrement dans mes clusters. C'est ce mode là, en fait, je ne vais pas vous dire que je vous le recommande. Ça dépend des usages, des usages en fait. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le cluster IP, quand vous choisissez un service de type cluster IP, en fait, ça sera accessible uniquement au sein du cluster. Donc si je viens par exemple là, donc là j'ai un exemple de service en fait. C'est-à-dire que donc votre service va avoir un nom DNS, il va aussi avoir une adresse IP qui sera visible que dans les ressources du cluster. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mes pods qui sont dans mon cluster pourront contacter mon service. Donc c'est-à-dire pour accéder à mon application là, dans mon application KG là, qui est disponible dans chacun de mes pods là, ils pourront accéder à ça via mon service, mais uniquement quand on est dans le cluster. Donc c'est-à-dire que les éléments qui sont à l'extérieur du cluster ne pourront pas avoir accès quand je suis en cluster IP. Donc là, imaginez que là, je vais dessiner une boîte verte là, imaginez que ça c'est mon cluster. Voilà. Et que là, par exemple, on va dire que j'ai d'autres applications. Ici, là, on va dire que là, j'ai un autre pod, là. J'ai les pods verts qui sont là. Donc, eux, ils pourront accéder, en fait, discuter avec mon service, voilà. Donc, ils seront capables de pouvoir contacter mon service pour peut-être, imaginez, là, j'ai mon back-end qui doit contacter mon front-end ou inversement, ou mon front-end qui doit contacter mon back-end, bah, je pourrais discuter directement dans le cluster. Et là, la communication, en fait, elle est dans le cluster. Donc, c'est accessible que dans le cluster. Par contre, imaginez vous avez une application, un user qui n'est pas dans le cluster, qui est peut-être... ça c'est, je sais pas si je l'appelle ici, par exemple un user externe, voilà. Ou une app externe, user slash, c'est mieux application. Qui va vouloir joindre votre service là, ça sera pas possible en fait. Donc ça, c'est niet, ça c'est pas possible. Impossible de faire ça en cluster IP. Donc ça va dépendre maintenant du design que vous avez et tout ça, ça va dépendre maintenant de ce que vous aurez besoin de faire et tout. Mais moi c'est le mode par défaut de toute façon et ça c'est le mode que moi en général j'utilise dans mes applications. Pour l'exposer dans ce cas, vous n'avez pas besoin de ce qu'on appelle un ingress qu'on verra plus tard. Ça c'est plus dur à simuler dans Minikube parce que les ingress en général c'est lié, c'est quand vous êtes déjà sur internet, vous voulez pouvoir cette application. Donc ça c'est un autre type de ressources qu'on pourra voir plus tard. Pour résumer en fait, donc si vous êtes en cluster IP, vous allez avoir un nom DNS pour votre service, ça va très bien, qui va redistribuer le trafic sur vos différents pods. Mais par contre, ce nom DNS là ne sera accessible que par les ressources qui sont dans le cluster, c'est-à-dire par des pods qui sont dans le cluster. Voilà. Par contre, si vous avez une application qui est externe et que vous avez besoin d'accéder à votre service, il ne faudra pas mettre le mot de cluster IP. Ça sera juste pas possible en fait. Parce que l'IP n'est que dans le cluster. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, si on revient ici, on va donc voir le second mode quoi. Donc le second mode c'est le node port. Donc qu'est-ce qui se passe avec les services de type node port? Avec le service de type node port en fait, donc chaque nœud en fait aura un accès externe en fait. Donc en gros, je m'explique. Donc ça veut dire en fait que ce qui va se passer en service, c'est que tous les nœuds, donc tous les machines, tous les nodes de votre cluster vont ouvrir un port. C'est assez codifié, donc c'est un port qui est entre 30 000 et 32 700 quelque chose et des brouettes et tout. Bon, je vais vous donner le port exact. D'ailleurs, je crois que je l'ai noté là. Ici, là, voilà. Donc c'est vos applications, le service va ouvrir ce port-là sur la VM. D'ailleurs, je peux rajouter comme ça. Donc il y a ce port-là qui va être ouvert. Et tous les nodes de votre cluster vont exposer votre application. Donc vous pouvez accéder à votre application en allant sur l'IP de l'un de vos nodes. Et si le flux bien sûr ouvert sur le node, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à votre service. Donc, si je reviens par rapport là maintenant, donc ici, si je viens dans le mode node port là, donc le mode de node port, c'est un mode comme ça là. Attends, je vais plutôt. Ça me sert pas pour le moment parce que je vais pas vous embrouiller avec ça.
Donc dans le mode node port en fait, donc vous aurez chacun de vos nœuds qui sont là. Donc on va prendre un exemple de mon application. Donc c'est une application. Donc j'ai mon node qui a chacun d'eux a une IP. Donc ça peut être une IP publique ou une IP privée. Mais je vous conseille d'avoir des clusters avec des IP privés, c'est quand même mieux. Voilà. Donc si c'est des IP qui sont privés, les machines de votre réseau pourront accéder à votre service en direct. Mais si c'est des IP qui sont publics, bah, en fait tout le monde pourra avoir accès. Voilà. Donc du coup pour accéder à votre service, en fait, ça sera très simple. Vous aurez juste à taper l'IP de votre node et ensuite préciser le port qui va être attribué. Donc là j'ai pris un exemple dans le cas où c'est un port en 31001 en fait. Donc pour mon application là, quand je serai en mode avec un service NodePort, j'ai mon application là qui va être partout. Donc ce qui va être répliqué sur tous les nœuds. Et pour accéder au service, j'aurai juste à taper l'IP du node et préciser en fait le port. Voilà. Le port, vous allez voir quand on crée le déploiement, la ressource en fait, il nous attribue automatiquement un port qui est compris entre 30 000 et 32 767 quoi. Donc ça c'est la deuxième piste. Par contre l'avantage de ce mode là, notre port, c'est que vous avez la possibilité d'exposer votre service. C'est-à-dire que votre service dans ce cas maintenant, si vous avez ici une IP publique, si ça c'est une IP publique en fait, bah, vous avez potentiellement accès à votre service en direct en fait. Voilà. Donc ça c'est le deuxième cas. Et maintenant il y a un troisième mode. Il y a un troisième mode qui est le mode load balancer. Donc ça c'est souvent lié à votre cloud provider. Donc si vous faites de l'EKS ou de l'AKS, vous pouvez utiliser ce mode là. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'automatiquement, vous allez avoir un load balancer qui va vous allez avoir un load balancer. Est-ce que j'ai fait le schéma? J'ai pas fait le schéma. Non. Vous allez avoir un load balancer qui va être créé automatiquement et qui va redistribuer le trafic sur vos nœuds en fait. Voilà. Donc ça, il faut être dans un cloud provider pour pouvoir le voir. On ne pourra pas le tester sur Minikube. Et il y a le mode external DNS que personnellement j'ai presque jamais utilisé. Mais de ce que ça fait, ça map un nom DNS directement avec votre service. Donc en gros, ça fait un record de DNS en fait sur votre zone. Donc voilà. Ça pareil, je pense que c'est sur des cloud providers. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est surtout ces deux là qui sont les plus importants et que vous allez souvent utiliser assez souvent. Le load balancer, c'est quand vous avez le cloud provider. Et personnellement, moi, je ne vous recommande pas de faire ça. Si vous voulez exposer votre application, je vous conseille d'avoir une philosophie un peu, d'avoir ce qu'on appelle un ingress. Donc, vous passez par Internet, vous avez un ingress. Après, l'ingress, vous pouvez avoir un load balancer aussi au milieu, là, en fait. Ça va dépendre, en fait, de l'architecture que vous voulez avoir et du cloud provider. Donc, bon. Moi, personnellement, voilà le type d'architecture que moi j'ai quand je dois déployer mes applications. Donc moi j'ai un truc comme ça là. Donc j'ai un ingress qui est en relation avec le load balancer et le load balancer après c'est lui qui va sur internet. Et donc bon, il y a des configurations à faire selon que vous êtes sur un cloud provider et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut connaître en fait au niveau des services. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai prévu? Donc les services aussi ont un nom DNS. Comme vous avez dit, le nom DNS ça ne bouge pas. Donc quand vous allez créer un service dans votre cluster, euh, notamment en cluster IP, vous allez avoir un nom DNS qui ne bougera pas. Ça, c'est avec le mot de. C'est si vous allez créer un cluster IP en fait, même en node port, je crois. Donc, ça, c'est le DNS de votre service pour pouvoir le joindre à l'intérieur du cluster. Donc, ça va être service name.le-namespace.svc.cluster local. Donc, on va donc pouvoir faire le test là tout de suite. Donc là, on va venir sur notre terminal pour pouvoir donc jouer. Donc parce que le but c'est que ce soit pratique pour vous. Donc c'est parti pour la partie pratique. Donc ce qu'on va faire, on va créer le dossier mkdir07 dans lequel on va mettre notre code pour les services. Donc là, je vais mettre ça service. Voilà. Je pense que pour créer le service, on aura besoin d'avoir des pods qui tournent pour pouvoir jouer ensuite avec donc, le deployment. Donc ce qu'on va faire, je vais reprendre le code que j'ai sur un deployment. Donc on doit voir là. Je vais copier mon deployment là. On va prendre le 0.1 avec Nginx là. Et je copie ça dans le 0.7. Voilà. Et ça, je vais ouvrir ça. Ça m'évite de ne pas avoir à retaper ça. Comme ça, parce que le but, c'est pas de focus sur les trucs qu'on avait déjà fait. Donc là, on a le node deployment. Donc, petit rappel. Je vous rappelle, pour ceux qui se souviennent, on va vous rappeler ce que ça fait. Donc là, on a notre deployment là.
avec les labels. Donc notre déploiement, il aura le label App Nginx et Env Sandbox, voilà. Et ensuite là, on a notre réplica. Le réplica, on a mis 2 réplicas. Et le réplica, il va se baser pour sélectionner en fait les pods qui ont le label App Nginx. Et au niveau de mes pods, j'ai le template pour configurer mes pods. Donc tous mes pods vont avoir ces 2 labels là. Ils vont utiliser l'image Nginx latest. J'ai pas besoin du BusyBox là, donc ça je vais l'enlever pour le moment. On va rester que sur Nginx. Donc là j'ai je pense que vous voyez pas bien. Donc là j'ai mon code d'Nginx et mon deployment. Donc ça vous pouvez le retrouver. On avait fait la vidéo sur les déploiements où je vous ai expliqué tout ça en détail. Donc ça normalement c'est censé être un prérequis. Si vous avez du mal à comprendre ce que ça veut dire ce truc, comment l'utiliser, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos précédentes où j'explique les deployments. Donc là j'ai mon deployment. Je vais venir sur mon... On va aller dans 0.7 service, donc on va pouvoir jouer là-dedans. Donc là je vais faire kubectl apply-f, donc je vais appliquer mon deployment. Hop. Voilà, et là si je fais kubectl getPod, il m'avoir créé 2 deployments. Voilà, on voit que c'est il y a 5 secondes. Donc c'est pas plus mal. Moi je vais renommer ça. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord le delete. Parce que le nom ne m'arrange pas. Ouais, je peux laisser comme ça, c'est pas très grave au final. Donc je vais revenir ici. Donc si on fait kubectl getPod -show labels, on va voir nos labels qui sont positionnés. Donc j'ai mes labels App Nginx en sandbox et j'ai le label qui est rajouté par défaut. Donc ça c'est très bien. Et si je fais aussi kubectl get rs. Donc là j'ai mon réplica 7. Je vous ai dit il y a aussi des noms courts. Donc rs c'est pour réplica 7. J'ai mon réplica 7 qui est là. Et si je fais get deploy, j'ai mon deployment qui est là. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Donc moi ce que je vous propose, on va mettre ici 4 par exemple là. Et on va réapply ça. J'ai juste à rejouer ma commande. Tac. Voilà. Et là si je refais get kubectl getPod, ça me... Ah, getPod. Il me redonne mes pods là. Donc j'en ai 4. On voit qu'il a rajouté 2. Donc voilà, ça c'est censé être des prérequis pour vous. Voilà, donc ça, on est pas mal. Donc ce qu'on va faire donc avec mes pods là, on va les exposer donc derrière notre load balancer. Je dis load balancer parce que c'est un peu un abus de langage. Derrière notre service, pour aussi dire load balancer. Moi je retiens souvent un service comme étant un load balancer. Mais ce qu'on va faire, on va donc créer le service. Dans un premier temps, on va créer un service de type... je vais me mettre là. Attendez, hop. Donc je vais faire le diaporama. On va faire un service du type cluster IP. Je vous ai dit sur Minikube, vous pouvez tester que ces deux-là. Ça, si vous vidéo, peut-être que vous arrivez, mais c'est deux-là que vous pouvez faire par défaut sur Minikube. Donc, je vais créer mon fichier 02 svc nginx.yaml. Donc, pour les services, toujours pareil. Donc, on va prendre API version. On va prendre la V1. C'est pas apps V1, c'est vraiment lui, c'est un V1. C'est l'API pour le service. Ensuite, le kind, on va dire que là, c'est un service. Hop, voilà. Il me propose pas l'autocomplete. Donc là, j'ai mes métadonnées que je dois configurer. Dans les métadonnées, je vais dire que je vais l'appeler Nginx. On va l'appeler Nginx. SVC, c'est pour service, c'est le nom court aussi. Namespace, bon, je ne mets pas de namespace, j'ai pas besoin, je mets le namespace par défaut. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais définir mes specs de mon service. Ce qui est super important, c'est le sélecteur qu'il faut définir. Donc mon sélecteur, ça doit correspondre à ça. Donc si est-ce que vous voyez je vais un peu zoomer. Il faut que ça corresponde à l'un de ces deux tags là. App Nginx ou Env Sandbox. Comme j'ai deux tags comme ça, toutes mes applications vont être regroupées. Donc si je prends ça, je vais mettre app pas égal. Je vais me dire qu'on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était Nginx. Donc app Nginx qu'on va prendre. Voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant maintenant, c'est de définir le port. Parce que les services, comme c'est load balancer, c'est pour la communication au réseau, il faut tout définir un port. Donc là, je vais définir le name de mon port. Le name que je vais donner, alors on va dire que moi je donne ça HTTP. Pour dire que c'est le flux HTTP en fait, que c'est pas... J'ai pas besoin de toi pour le moment HTTP, j'avais besoin de toi tout à l'heure, tu n'es pas venu. Donc là, protocole. Donc il faut définir un protocole qui est utilisé, TCP. Donc ça c'est juste le nom de mon port, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi je préfère appeler HTTP parce qu'il n'y a pas de SSL. Et ensuite vous définissez le port. Donc ce port là, ça c'est le port du service qu'on va définir. Donc on va dire que c'est sur le port 80.
Et ensuite là, on va définir le target port. Le target port, c'est le port du pod en fait, le port qui est exposé. Donc les pods exposent le port 80. Donc on va mettre le même port 80. Donc vous voyez que le service, après, si vous avez déjà le port 80 qui est occupé pour autre chose, vous pouvez changer ça. Voilà, on va faire les tests d'abord. On va d'abord rester en 80. Et ensuite, on va faire du type pour définir le type de mon service. On dit que c'est du cluster IP. Voilà. Je crois qu'avoir bien tout configuré. Donc là, on est pas mal. Donc si je résume, là, on a nos entêtes qui sont super importants. On dit l'API et le type de service de ressources qu'on veut utiliser. Là, il y a la métadonnée. Et ensuite, il y a mon sélecteur pour dire que sélectionne-moi tous les pods qui ont App Nginx. Et ensuite, là, je définis mes contraintes réseau, c'est-à-dire mon port, le port du service et le port que je cible. Et après, là, je définis le type de cluster que je veux. De service que je veux. Je veux que ce soit du cluster IP. Donc, voyons voir ce qui se passe. Voilà, donc si je fais, donc je vais apply ça, donc je fais un ls là, je fais kubectl apply-f, hop, voilà, et là si je fais kubectl getPod, donc là j'ai mon pod qui est là, et si je fais service, get service, voilà, donc là j'ai mon service qui est là. Ça c'est un vieux service, attends, je vais delete le service là. Ça c'est un vieux truc qui traînait, voilà. Donc là j'ai mon service Nginx SVC, vous voyez il est là. Et là, on peut voir le type. On voit que c'est du cluster IP. Donc ça, c'est une IP qui est à l'intérieur de mon cluster. Il n'y a pas d'external IP. Ouais. Par contre, avec les deux derniers modes que je vous ai montrés, si vous faites du load balance ou external name, vous aurez sans doute un external IP. Là, il n'y a pas d'external IP. Il voit que mon service est du TCP, il est sur le port 80. Donc là, mon service, il marche bien. Maintenant, comment est-ce qu'on teste? On vérifie qu'il fait ma fonction load balancing, quoi. Donc, comment est-ce que j'accède à mon service? Donc là, on va pouvoir faire un petit test. Donc là, le service est là. Comment on s'assure donc qu'il fonctionne? Donc pour ça, il y a deux choses qu'on peut faire. Donc on peut faire avec du port forwarding. Donc ça, je vous avais expliqué ça. Je sais plus si j'avais expliqué ça. Bon. Le port forwarding, en fait, ça permet de créer un tunnel entre votre machine et votre cluster pour pouvoir faire des tests rapides. Donc là, ce que je vais faire un kubectl port forward. Je vais dire que je forward, je vais sur mon SV service / Nginx. Et je vais, même avant de faire le port forward, ce qu'on peut faire, je vais me connecter sur un pod, parce que avant de faire le port forward, je vais me connecter sur un pod, je vais essayer de faire du curl. Donc là, si je fais kubectl exe-it, je vais me connecter sur ce pod là et je vais voir si mon service répond. Bash. Voilà. Donc là, si je fais un curl, donc on avait vu que le service a un nom DNS qui est comme ça. Donc pour joindre mon service, je peux le joindre avec ce nom DNS là. Donc pour ça, le nom de mon service c'est quoi? On l'a appelé Nginx SVC. Donc j'ai juste à faire curl http://nginx-svc. Le namespace sur lequel je suis, je l'ai appelé ESGI.cluster. Donc c'est quoi? svc.cluster.local. Donc il me manque ici le .svc.cluster.local. Donc ça c'est le nom DNS que fournit Core DNS. Donc c'est le nom DNS à l'intérieur de votre cluster en fait qui est géré par Kubernetes. Donc là vous voyez que mon Nginx il me répond. Voilà, donc j'ai bien accès à mes pods en fait. Donc là, je vois bien comme j'ai ma page HTML qui render. Quand j'essaye de faire un curl là, à l'intérieur du cluster, puisque mon pod est à l'intérieur du cluster, je peux bien voir qu'il me render la page là. Donc vous pouvez me dire, mais comment est-ce que je vérifie que c'est bien? Donc là, maintenant, ce que je peux faire, get svc, je vais faire un port forward comme j'ai pris le mot de cluster IP. C'est-à-dire que je peux, là vous avez vu, je me suis connecté avec un port qui est dans le cluster, donc je peux résoudre ce nom là. Mais comme sur ma machine je peux pas, il faut que je fasse un port forward. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc je vais faire kubectl port forward et je vais prendre le nom de mon service. Donc je vais prendre service slash. Vous pouvez écrire SVC. Moi je pouvais souvent écrire SVC plutôt service. Et ensuite on l'appelait Nginx-SVC.
Et là, on expose quel port? On va dire que sur ma machine, je vais mettre le port 8000 qui va pointer vers le port 80. Voilà. Et là, si je viens sur ma machine ici, je vais aller sur l'adresse localhost là, 8000. Voilà. Et vous voyez, j'ai le Welcome to Nginx. If you see the page, the web server is successfully installed, working configuration is required for online documentation. Donc là, ça marche bien en fait. Donc là, ouais, c'est la même page que j'ai ici là. Si vous regardez bien, pour ceux qui ont fait du HTML là, vous allez voir que c'est le même en tête. Welcome to Nginx. Welcome to Nginx. If you see this page. Donc vous voyez, j'attaque mes pods via mon service en fait. C'est vraiment sur le service que j'attaque en fait. Voilà. Donc ça, peut-être ce n'est pas très parlant pour vous, parce que vous avez dit, mais on ne voit pas, parce qu'on a pris le cas d'Nginx. Mais ce qui se passe en fait quand j'exécute une requête là derrière, il doit load balancer. Donc il doit me rediriger au fur et à mesure sur chacun des pods et tout. Mais ça, on ne peut pas le voir quand je suis là, pareil là. Donc c'est pour ça que je vais vous créer un autre service. Je vais utiliser une image dans laquelle il y a des éléments système qui me permettent de voir sur quel pod je suis connecté en fait. Donc je vais vous montrer ça. Donc, comme je le disais, donc je vais recréer un second service, puisque là, ça marche bien, mais j'ai pas la fonction Nginx, ce qui me permet de voir le truc. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un second deployment là, qui va me permettre en fait d'utiliser une image dans laquelle j'ai un pod en fait qui me renvoie l'IP du pod sur lequel il est. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier ça. Donc, je vais renommer ça rename. Donc en général, c'est comme ça que vous allez travailler souvent sur les déploiements. En général, il y a un deployment qui marche bien et après c'est lui qu'on adapte quoi. Donc là, je vais l'appeler KAG Code. Je vais dire que j'ai une application qui s'appelle KAG Code. Donc ça, je vais changer ça, je vais nommer ça en KAG Code. Allez, je vais dire que c'est du backend. Mes sélecteurs là, je vais enlever ça. Je vais juste dire que là, ça va être du KAG Code. Je peux aussi mettre 5, voilà. Mes labels KAG Code, je vais faire comme ça, KAG Code. Je remplace ça, l'image que je vais utiliser. Le nom c'est KAG Code. Et l'image, c'est une image qui est dans mon repository Git, dans mon repository Docker Hub. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire vos tests. Je vais faire KCube 2.0.1. Voilà. Et ici, le truc que je vais mettre, c'est container port, c'est sur le 8000 celui-là. Et il y a un truc que j'aime bien souvent rajouter, on pourra voir ça plus tard. Je ne l'avais pas mis sur les autres, mais c'est des fonctions avancées qu'on verra. C'est que j'aime bien souvent mettre ce truc-ci, cette policy en fait. En fait, ça dit en fait à Kubernetes de toujours pull l'image. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un pod qui est créé, il va pull l'image. Ça permet que s'il y a une mise à jour et qu'on n'ait pas changé le tag, que ça se refresh. Bon, ça c'est une petite parenthèse quoi. Donc, là j'ai mon nouveau deployment qui est là. Donc je vais créer un nouveau service aussi. Mais avant de créer un second service, je vais créer ce service là. Ça c'était, on va dire que c'était en rename, c'était en cluster IP. Ouais, c'était cluster IP. Voilà. Donc ce que je vais faire avant de créer, de rejouer avec ça, je vais juste créer mon second, le même service là, mais cette fois en node IP. Donc on va dire qu'ici là qu'on va nommer ça en node port, pardon. Node port Nginx. Comme ça vous allez voir un peu la différence quoi. Donc là je vais mettre comme ça, hop. Ce service-ci, je vais utiliser les mêmes séparateurs, mais sauf que là au niveau du nom, je vais l'appeler node port. On va faire comme ça. Donc je vais appliquer mon node port pour voir ce qui se passe. Parce que ça, j'allais oublier en fait. Donc si je fais kubectl apply-f, donc je prends mon second service que j'ai mis en node port là. Touc. Ah, je l'ai pas mis en node port. C'est ici que j'allais oublier. Il faut changer ici là, node port. Voilà. Donc si je l'apply lui, hop. Là si je fais kubectl get, je peux dire service. Ouais, c'est la même chose que de faire SVC. SVC c'est les noms courts. Et qu'est-ce que vous voyez là? Donc vous voyez que là, il m'a dit que le type maintenant c'est du node port. Voilà l'IP que j'ai sur voilà mon IP sur le cluster. Par contre,
il y a un port qui est mappé. Ouais. Donc en gros, le port, il a attribué à mon service le port 32 700 712. On peut faire un destribe, parce que c'était les destribes. Le get vous donne rapidement l'information, mais le destribe, c'est si vous voulez aller loin. Donc vous pouvez faire destribe as service, et vous prenez le nom de votre service comme ça. Hop. Et là, il va vous donner. Donc là, il y a différents endpoints, ça on verra plus tard. Donc là, il y a différentes informations. Vous avez le sélecteur. On a le type et tout, voilà, donc ça vous donne quelques informations. Et on a le port qui a été ouvert sur ma machine. Donc là, comme j'ai dit, vous avez vu on a la différence en fait entre un cluster IP et un autre port. Donc en cluster IP, il n'ouvre pas d'autres ports spécifiques. Alors qu'en autre port, il y a ce port-là, 32 712, qui a été ouvert sur mon node en fait. Moi j'ai un seul node, donc c'est Minikube. Donc si je fais kubectl get node, ouais, j'ai que Minikube. Et si je fais kubectl node comme ça, -o wide, est-ce que ça marche là? Donc j'ai son IP. Je dois avoir son IP et tout. Voilà, donc j'ai l'IP en fait. Donc moi j'ai des flux qui bloquent. Je pourrais pas accéder à ça. Mais normalement, si vous êtes dans une machine, vous n'êtes pas sur un cluster en local. Donc vous avez configuré Kubernetes, ou bien vous êtes sur un cloud provider avec différents nodes en fait. Sur chacun de nos nodes, vous pourrez accéder en fait à votre service en faisant cette commande là, donc récupérant l'IP de votre cluster là, de votre node, pardon, pas l'IP du cluster, l'IP du node, et en spécifiant le port que vous voyez là. Et normalement, vous aurez aussi accès à ça, voilà, à votre service. Mais là, moi, j'ai des pare-feux, je crois qu'il y a des configs à faire spécifiquement si vous voulez pouvoir accéder au host Minikube en fait. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc, on va revenir sur ce que je voulais vous montrer là. Donc, on va prendre un vrai cas réel en fait. Parce que là, je vous ai montré Nginx, c'est beau. Mais vous pouvez me dire que, mais qu'est-ce qui me prouve que. C'est le getPod. Qu'est-ce qui me prouve que mon trafic est bien redirigé sur les 4 nœuds là? Donc, ce qu'on va faire. euh, moi, je vais descendre le nombre de réplicas. Donc, on peut aussi le faire en ligne de commande d'ailleurs. Je vais vous montrer comment vous pouvez descale le nombre de réplicas. Ça, c'est un peu. Je vous ai dit, de base, vous devez commencer, vous devez tout travailler avec des fichiers YAML, mais parfois, vous n'avez pas le choix, il faudra peut-être que vous exécutez des commandes en mode impératif. Je vais vous montrer ça rapidement, comment est-ce qu'on peut scale. Alors, on fera un chapitre détail dessus, parce que là, je vais réduire le nombre de deployments là à zéro. Donc pour ça, je fais kubectl euh, scale deployment. Le deployment que je vais scale, c'est ça. Et je vais dire que les réplicas, je veux que par exemple que tu aies que 2 réplicas. Si je mets comme ça, voilà. Là, il me donne que 2. Voilà, il a soumis les autres. Donc je peux même mettre à 0, mais bon, on va mettre 1. Donc vous voyez, quand vous êtes admin de votre cluster, vous aurez souvent besoin de faire ces opérations pour pouvoir scale rapidement ou downgrade. Mais bon, normalement, il y a ce qu'on appelle HPA qui va faire changer de faire ça à votre place. Mais on verra tout ça plus tard. Donc revenons à nos moutons. Je sais que je digresse un peu parce que c'est comme ça Kubernetes. Il y a tellement de sujets, de choses à apprendre que parfois, bon, c'est dur de structurer la pensée. Donc on va revenir sur ce que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai créé une nouvelle image qui s'appelle comme ça là, qui va s'appeler KHG Code là. Et voilà, je peux prendre aussi, je vais la mettre en. Ouais, je vais le mettre ça en 0.4 comme ça. Ça me permet de voir où j'en suis. Voilà, et je vais utiliser un service, je vais rester en cluster IP, hein. Il n'y a pas besoin de revenir en autre port. Je vous ai dit que par défaut, c'est celui-là qui est proposé, celui-là que moi aussi j'utilise dans la vraie vie. Donc je vais renommer ça aussi je vais nommer aussi en 04 SVC KAG code cluster IP. Voilà. Donc j'ai mon deployment qui est là et ensuite j'ai mon service là. Donc le selector, vous voyez que le selector ici, mon label, c'est. On va dire qu'on déploie ça, vous allez voir qu'il va rien se passer. Bon, il va rien se passer. Il va se passer des trucs. Disons que je voulais. Bon, oui, je vais scale à 0 en fait le deployment d'Nginx. Comme ça, vous allez voir. Donc là, il y a un. Je Ouais, je vais quand même skip parce que j'aurais besoin de l'image pour pouvoir faire mes curls. Donc je vais juste mettre un pour Nginx là. Donc je vais pouvoir réappliquer ça. Donc ici, pour ceux qui sont malins, ils ont compris que ça, il ne faut pas laisser Nginx. On va mettre ici le sélecteur. Donc le label qui a été positionné sur mon pod, c'est KAG code. Donc pour pouvoir le sélectionner, il faut que je mette ici KAG code.
Le port de mon application, cette fois, c'est le 8000. Donc moi, je vais mettre 8000. Moi, j'aime souvent garder le même port quand c'est possible, hein. Garder le même port entre mon service et mon application. Ça permet d'avoir une cohérence de port. Après, vous pouvez faire une transaction, ça dérange pas. Donc là, on va faire KHG code. Donc je vais déployer ces deux-là. Donc je commence par faire mon deployment. Donc je fais kubectl apply-f. Donc je vais prendre mon fichier 04 deployment là. J'ai mis combien de pods? Deployment, j'ai mis, ouais, 4 pods c'est suffisant. Voilà, je vais apply comme ça. Pardon. Oh, j'ai ma tabulation qui déconne. Donc là, si je refais kubectl getPod, donc là, il me recrée mes pods là. Ouais, donc là, j'ai mon KHG code. Donc imaginez maintenant que mon Nginx là, il veut discuter avec mon backend, mon KHG code que j'ai appelé backend. Donc ce qu'on va faire, on va se connecter sur lui. Vous allez voir, on va pouvoir tester la fonction load balancing là. Donc là, on est bon. Par contre, il faut que je déploie aussi le service parce que si je fais kubectl get svc, je n'ai que le service Nginx et le service nodeport. D'ailleurs, je vais supprimer le nodeport là parce que j'en ai pas besoin. Donc je vais faire un kubectl. Vous pouvez faire kubectl delete comme on l'avait vu. Je peux delete comme ça marche aussi. Mais il faut donner le nom. Je delete ce service là, hop, ça marche aussi si je refais. Voilà. Ou bien vous pouvez aussi faire avec en faisant un apply un delete vous pouvez faire kubectl delete-f et j'aurais donné le nom de ce fichier là. Donc voilà, ce qui est bien à Kubernetes, tout chemin mène à Rome, quoi. Il y a plusieurs façons de pouvoir travailler en fait. Donc selon votre sensibilité, et voilà, selon aussi les contraintes auxquelles vous allez faire face. Donc moi je vais réapply dans mon service, kubectl apply-f. Je vais appliquer mon service KHG code 04 KHG code. Hop, en mode, est-ce que j'ai changé le mode là? Juste pour vérifier, ouais, je suis en cluster IP. Et je vais appliquer ça. Donc tout s'est bien passé. Si je refais kubectl get svc, je pourrais aussi écrire comme ça. Je vous le répète parce que des fois il y en a qui vont dire mais pourquoi il a mis svc? J'ai pas fait d'alias pour ça. Ça c'est en interne Kubernetes qui gère des noms. Les ressources ont souvent deux noms, des noms courts et des noms longs, quoi. Ça c'est des noms courts que j'utilise. Donc on voit que j'ai mon service KHG code qui est bien là. On va le destripe. Kubectl. Je sous-joue un peu les commandes, c'est pour que vous vous habituez en fait, parce qu'il n'y a rien de, c'est comme ça que vous allez bien maîtriser en fait. Je surjoue, donc je rejoue des commandes parce que voilà, c'est important, voilà, c'est en regardant. Donc là, vous allez voir quoi? Vous allez voir ici que le selector c'est bien ça, et en termes de endpoint, j'en ai 4 endpoints. Les endpoints en fait, ça correspond en fait à mes pods. Donc là, si je fais kubectl getPod-o wide, et je peux même prendre les labels. Voilà, je vais filtrer que, parce que vous allez voir, je vais filtrer que les pods qui ont le label KHG code. Comme ça, vous allez voir. Voilà, donc là, j'ai leurs IP. Vous allez voir que ces IP là, ils doivent matcher. Donc il y a la 7, la 4, la 6 et une autre. La 7, la 4, la 6 et la 5. Voilà, donc ça correspond en fait au endpoint. Donc quand vous voyez endpoint comme ça, c'est les pods qui sont derrière mon service. Donc si on revient sur ce schéma là, donc on a un truc un peu, pardon, plutôt là. Ça, je vais fermer tout ça. Tac, 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 tac. J'ai plus besoin de ça. Donc ça correspond en fait à cette vision-là. Donc j'ai mon service et là il a plusieurs endpoints. Voilà, il y en a 4 dans mon cas. Et c'est à l'extérieur du cluster et tout. Donc, si je reviens ici, donc j'ai oublié de préciser une précision là. Donc vous ne pouvez pas accéder à votre service de l'extérieur, sauf si vous faites ce qu'on appelle dans un port forward. Donc je vous ai montré ça. Donc par contre, vous pouvez accéder si vous faites, donc je précise parce que c'est important. Là c'est possible. C'est trop long ça. De l'extérieur, sauf avec ce qu'on appelle dans un port forward. Je vous ai montré déjà la commande quoi, port forward. Et ça c'est très utile en fait. Donc vous pouvez faire le port forward sur les services. Vous pouvez aussi faire le port forward directement sur le pod. Ça on verra ça port forward. Ça c'est souvent très utile quand vous avez des problèmes en production et tout et que vous voulez pouvoir vérifier ce qui se passe. Donc bref, ça c'est je vous donne ça parce que c'est super important de connaître ça. Bon, je reviens donc je reviens donc à mon mouton. Donc là, donc pour résumer, pour que ce soit clair pour vous, pour cette partie-là. Donc j'ai créé mon deployment là, KHG code qui utilise cette image-là. Et ensuite, qui est une image qui tourne sur le port 8000. Et ensuite là, j'ai créé mon service qui va pointer vers les deployments de ce pod là. Voilà. Et là, on voit bien que ça match bien, que j'ai mon service qui est là, qui va sélectionner le sélecteur, c'est app égale KHG code. Et ensuite, j'ai mes 4 endpoints qui va bien trouver. Donc là, on est bon.
Donc maintenant, c'est de pouvoir tester ça. Comme ça, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, je vais me connecter sur le deployment sur l'Nginx. Donc je fais kubectl exe-it. Imaginez que là, je suis sur le front-end, comme mon Nginx c'est le front, voilà. Et que je veux accéder à mon back-end. Donc on va vérifier. Donc normalement, mon service là, mon service qui est lié à ce service-ci, qui est lié à KAG Code Service, il a un nom DNS. Un nom DNS qui match ça. Donc ça va être du coup KAG Code-svc. Je suis dans le namespace ESGI. Ensuite point ça. Donc ça veut dire que au niveau de mon application web, si je veux joindre mon backend KAG Code, il faudra que j'utilise ce nom-là. C'est ça qu'on va tester. Donc là, si je fais un curl de http je vais donner KAG code-svc. Le namespace c'est ESGI. Mon namespace il est là. On verra aussi, je vous ferai aussi une vidéo sur les namespaces, ne vous inquiétez pas. Vous, ça doit être default par défaut. Bon, voilà. Ensuite, svc, .cluster, .local. Donc si je fais ça. Ah, pardon, j'ai pas précisé le port. Donc il faut que je précise le port. Le port 8000. Tac, tac, tac. Là, ça me... Ah, il dit qu'il n'a pas trouvé. Ah non, pardon, c'est /API. Voilà, et là, il me répond. Et vous voyez là que là, c'est quel backend qui me répond ici là. Vous voyez là dans mes pods, j'avais quoi comme backend? J'ai la 2D5G7. Je pense que c'est là. Donc j'ai la... Donc j'ai différents trucs là. Et c'est celle-ci qui répond. La HGPZ5Z. Voilà, elle est là. Si je refais un autre curl, ça va être un autre. Ah bon, attends, il faut faire. Voilà, maintenant j'ai la 2D qui me répond. Ou bien la G7. On va prendre les deux caractères. J'ai la G7 qui me répond. Si je refais. Là, j'ai la X7 qui me répond. Donc là, j'ai la X7. Je peux refaire une autre. J'ai la XZ. Donc il y a vraiment un road robin qui a lieu en fait. Donc c'est ce que je vous dis. Donc vous voyez qu'au niveau applicatif, moi, je suis sur mon front-end Nginx, que je veux joindre mon back-end KAG Code là en fait, je peux le joindre qu'avec ce nom là. Et même si je delete des pods, c'est Kubernetes qui va s'en charger. J'aurais pas à m'en soucier. Imaginez que là, voilà, on va. Donc je vais revenir, donc je fais kubectl get deployment là. Imaginez que je vais scale ça, donc je vais détruire le nombre, je vais réduire le nombre de réplicas à 1. Donc je fais kubectl scale deployment, deploy, je vais scale sur deploy là. Je vais mettre les réplicas. Je vais dire qu'il n'y en a que 1. Voilà. Et là maintenant quand je vais lancer mon curl, excusez-moi je veux un nouvel onglet, un nouvel terminal. Quand je vais lancer mon curl, c'est le même qui va répondre tout le temps. Vous voyez ça, voilà. Ouais, c'est le, regardez ce nom là, ici. Vous voyez c'est le même qui revient, le 9M. Le 9M. Le 9M. Le 9M. Donc mon application répond. Donc vous voyez, on peut considérer que mes 4 pods sont tombés. Mais j'ai quand même mon service qui répond toujours. Imaginez que vous avez mis en dur ces noms là. Ben, en fait votre application aurait tombé. Ça aurait tombé en fait. Vous n'aurez plus le front-end. N'aurait pas pu joindre votre back-end dans mon cas. Mais là avec le fait d'avoir un service qui encapsule ça, ça les regroupe. Donc c'est un qui tombe, ça marche. Et là si je rescale là, on va revenir ici. Je vais rescale là. Je mets deux réplicas. Et là maintenant vous allez voir que on va avoir un round robin entre deux. Donc ça va alterner. Fiou. Voilà, ouais. Donc un coup c'est ça. Et je peux remettre même une dizaine ici. Donc là je refais mon scale. Je vais remettre 5 par exemple là. Voilà. Et là ce qu'on va faire, on va plutôt faire un curl. Donc je vais faire un curl. Ah pardon, je m'embrouille parce que je pensais que... Je vais refaire un curl. Donc je vais faire une boucle plutôt. On va dire while true. While true do. Donc si je prends mon... Attends, on va faire plutôt comme ça. Point virgule done. CTRL A. Je fais while true do. Ouais, donc là vous voyez ça commence à bouger les noms. Donc et les IP changent aussi. Parce que moi c'est un pod dans lequel qui me donne le nom de la machine sur lequel il est. Et l'IP. Et vous voyez que là ça marche bien en fait. Donc là je suis en train de bombarder des requêtes. Donc imaginez vous êtes sur un serveur web en fait. Vous avez des utilisateurs qui viennent connecter à votre application. Bah, automatiquement, si vous attaquez le service en fait, si votre ingress attaque votre service ou bien si vous attaquez votre service en direct, bah, ça va être load balancer en fait. Et ça c'est une grosse, c'est l'une des grandes forces de Kubernetes, c'est que le scaling il a banalisé ça en fait. Le fait de pouvoir scale rapidement, détendre, etc. Vous voyez comment ça me prend quoi, une ligne de commande en fait pour pouvoir scale mes applications. Ouais, je fais juste mon scale et tout. Bon,
je peux aussi réappliquer mon deployment, quoi. Donc ça, c'est l'une des grosses forces de Kubernetes, en fait. Et là, on est en plein dedans. Donc vous voyez là, j'ai mes requêtes qui tournent, qui tournent, et ça change à chaque fois. Parce que là, si vous voyez là, j'en ai, si je fais kubectl getPod, pardon, hop. Donc là, j'ai mes 100 et ces noms-là qui défilent. Vous voyez, il y a le 4N, le 66, le 9M, le LV, le JK, le Z2. Et c'est ça que vous retrouvez là. Et chaque requête, voilà, ça fait un round robin et tout. Donc, là, on est pas mal. Donc, on peut faire aussi, donc si je veux exit ça, kubectl get, donc, servi, je peux faire aussi un port forward. Donc, imaginez maintenant, vous voulez aussi tester à l'extérieur, voir ce que ça donne dans un navigateur web. C'est là où on a, parce que en cluster IP, c'est à l'intérieur du cluster. Mais comme il y a le port forward que je vous ai montré là, c'est-à-dire ici, vous avez la possibilité de pouvoir attaquer votre service aussi à l'extérieur, mais en utilisant le port forward. Ça, c'est vraiment que pour le debug et tout. Donc, on va faire le port forward sur mon service. Donc, je vais faire kubectl, kubectl port forward de mon... Vous pouvez mettre SVC comme ça, et je donne mon service. Et ensuite, je vais faire une corrélation. Je vais dire mon point. Je peux changer. Bon, je vais faire. C'est comme. Je vais laisser le même port. Moi, j'aime bien souvent garder les mêmes ports quand je peux. Donc, voilà. C'est. C'est mon côté. Voilà, on sait tous qu'on parle de la même chose. Donc là, est-ce que c'est le bon là que j'ai pris? Oh, voilà. Donc là, c'est. Il faut aller dans slash API. Et là, vous voyez, donc là, quand je vais refresh. Bon, là, je peux pas trop le voir parce que. Il me met à chaque fois quand je fais un port forward, en fait, il me met sur le même. Ça bouge pas vraiment des masses, mais ça, c'est bon. C'est pas très grave au final. Parce que je pense que comme il n'y a pas trop de trafic, il me verrouille sur là. Mais là, on voyait qu'avec le curl sur le serveur, comme je vous ai montré tout à l'heure là, on voyait que ça défile en fait. Donc là, j'ai accès à mon service en fait. Ouais. Et il m'a mis sur ce pod là. Bon, il ne me change pas parce qu'il y a une sorte de notion de sticky quand tu viens en web et tout. Et il me laisse là en fait. Bon bref. C'est pas très grave. J'aurais aimé que ça tourne et tout, mais ça ne tourne pas. C'est un petit détail en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer? Donc là, c'est bon pour cette partie-là, du coup. Donc, je pense on a tout balayé sur ce que je voulais vous montrer sur les services. Donc, on a vu ce que c'est qu'un service, les trucs, son intérêt, les relations, labels et tout. On a pu déployer cluster IP, notre port, même si on n'a pas pu accéder. Voilà, on a pu voir le nom DNS de notre service. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste clean tout ce qu'on a fait. Donc, pour ça, c'est pour ça que c'est bien de faire avec... Je vais vous montrer quelque chose. Les plus curieux pourront aller chercher, mais on parlera de ça plus à la fin. Vous voyez, ça peut être pas chiant, ça peut être assez fastidieux d'à chaque fois que faire kubectl delete-f et faire ça, et ensuite donner le chaque nom des fichiers. Il y a une méthode plus simple encore qui est de faire, euh, c'est utiliser ce qu'on appelle le customize. Ça, on verra ça plus tard. C'est un plugin qui se branche à Kubernetes pour pouvoir aller, quand vous avez plein de fichiers, et vous voulez tous les déployer en un coup. Je peux faire kubectl delete -k comme ça, boum. Ah, customize. Ah, j'ai pas de fichier customize. Pardon, je suis parti trop vite, donc c'est pas très grave. On verra ça plus tard. Donc moi, je peux juste faire un... je vais supprimer les fichiers en fait, kubectl apply-f. Donc on verra ça plus tard, comment est-ce que vous pourrez avoir un seul YAML qui supprime tout. D'ailleurs, je peux le faire là tout de suite en fait. Si je fais... Non, je vais pas mettre la charge variable. Je vous montrerai ça une prochaine fois à la fin. Comment est-ce qu'on gère avec custom. Mais pour les plus curieux, pour aller chercher customize, ça va vous permettre en fait de taper une seule commande et derrière ça exécute tout votre pool de YAML quoi. Donc là, je vais les delete, je vais clean mes ressources. Donc moi, je préfère faire avec les fichiers YAML comme ça, on est sûr que ça delete tout. Donc il y a la 02, il y a la 01, comme ça je laisse un cluster qui est propre. Il y a la 03. Hop. Voilà. Bon, ça n'existe plus, c'est pas grave. Donc si je fais cube, c'était... Il y avait quoi encore là, le 04 SVC. Donc vous voyez comment SVC. Ah, si je fais kubectl, je dois plus avoir trop de trucs. Ah, j'ai mon backend qui est toujours là. Mon backend, il a été déployé avec qui? Ah oui, ok. Le backend, c'est le 04 deployment. Voilà, là je fais... Donc là, j'ai clean mes ressources en fait. Donc voilà, j'ai un cluster qui est propre et tout. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur les services et tout.
Donc on va conclure. Alors on est arrivé à la fin de la vidéo sur les services. Donc on a pu voir les différents types de services, le cluster IP, le node port, l'external. On a pu voir comment on crée des services, comment on les met à jour. On a pu voir le scaling et aussi le load balancing, une répartition de charge avec le service. Donc on a testé différentes choses et tout. Donc ça c'est vraiment voilà, c'est l'élément qui se met au milieu en fait. Donc c'est le service en général qui va faire le pont entre votre cluster et le monde extérieur en fait. Donc à ce niveau là, je dirais on avait fait les fondations tout à l'heure. Là on a commencé à mettre, si on ne doit pas prendre la métaphore de la maison, là on a commencé à construire les élévations quoi, de la maison. On a même commencé à mettre déjà la charpente, voilà. Donc ce qui fait que c'est qui est pas mal déjà. Donc je pense que vous avez quand même déjà à ce stade là des solides compétences pour pouvoir déjà vous connecter à des clusters, pouvoir investiguer, pouvoir comprendre ce qui a été fait. Voilà, je pense que Kubernetes à ce stade là, ce n'est plus quelque chose d'étrange pour vous, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à tester, à jouer. Voilà, ce qui est bien sur Kubernetes, il y a des tonnes d'exemples sur le web, même sur leur site officiel, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil là. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle on parlera sans doute des volumes. Donc comment est-ce qu'on gère les volumes. On l'a brièvement évoqué déjà quand on a parlé de Stateful Set, mais on va voir que les volumes ça peut s'attacher aussi au deployment, au daemon set, etc. Donc je vous dis à très vite, et si vous trouvez la vidéo pertinente, si vous trouvez que c'est intéressant et pertinent, n'hésitez pas à partager, à liker, voilà, afin que plus de gens puissent maîtriser Kubernetes. A très vite, au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.